Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. Vous le savez, la promesse est dans le titre, donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons. Et justement, la loi de programmation militaire présentée ce matin en Conseil des ministres tient évidemment compte des conséquences de la guerre en Ukraine. 413 milliards pour s'adapter aux nouvelles menaces, c'est un effort inédit, indispensable pour Emmanuel Macron et beaucoup d'experts, indécent pour celles et ceux qui comparent ces sommes aux 13 milliards nécessaires à l'équilibre de notre régime des retraites. On en débat dans une minute. Et puis dans 3 quarts d'heure, on se pose une question simple. Faut-il renationaliser les autoroutes? Une commission d'enquête sénatoriale et un rapport de l'inspection des finances pointent des concessions mal négociées et des surprofits pour les sociétés qui les gèrent. Figurez-vous qu'un rapport de l'inspection des finances, pas des gauchistes, dit que l'État pourrait toucher 54 milliards si on arrêtait ses concessions. 54 milliards, c'est 3 années de déficit de retraite, rien qu'avec les péages, les autoroutes. Mais l'État peut-il mettre fin au contrat en cours sans risquer de lourdes pénalités? Un établissement public serait-il meilleur gestionnaire? Et puis le gouvernement pouvait-il empêcher la hausse des tarifs instaurés début février? Ne ratez pas notre second débat tout à l'heure. Mais d'abord donc les détails de cette hausse massive du budget de nos armées avec Fabien Recker. Réarmer le pays dans un contexte lourd de menaces. Guerre en Ukraine, terrorisme, campagne de déstabilisation de la France en Afrique. La loi de programmation militaire présentée par le gouvernement doit donner les moyens à l'armée de répondre à ces défis. Est-ce que la France saisit cette opportunité et qu'on reste parmi les quelques nations en capacité de se protéger seule, de manière autonome, ou est-ce qu'au contraire on décroche et on se met dans la main d'autres capitales? C'est un peu comme si les gaullistes dans les années 60 avaient dit l'atome pour la dissuasion nucléaire, c'est pas pour la France. Et là, le choix que le président de la République a fait, c'est de nous dire à la hauteur de nos moyens, et par définition il faut faire attention à l'argent public, comment rester dans le club des nations capables de se protéger. C'est une enveloppe de 413 milliards d'euros pour la période 2024-2030 contre 295 milliards sur la période précédente. Un effort financier étalé dans le temps. Le budget des armées devrait augmenter de 3 à 4,3 milliards d'euros par an à partir de 2024. De l'argent qui doit en grande partie servir à moderniser l'arsenal de dissuasion nucléaire, permettre la construction du prochain porte-avions français qui succédera au Charles de Gaulle ou encore augmenter les moyens alloués au renseignement. Il s'agit aussi d'adapter notre armée aux nouveaux champs de bataille comme l'espace, le cyberespace ou la guerre informationnelle. À côté des milieux traditionnels, la mer, le terrestre, l'aérien, il y a ces autres champs nouveaux que sont le cyberespace, que sont les fonds marins notamment, qui sont l'influence, la communication, et qu'il va donc falloir se doter des moyens pour pouvoir agir dans ces milieux-là, notamment par exemple la cyberdéfense. Il y a des attaques régulières par exemple contre des hôpitaux, on l'avait vu l'année dernière. Eh bien, cela nécessite un effort supplémentaire de la part de la France. Le gouvernement doit maintenant convaincre les parlementaires. Il espère pouvoir faire adopter cette nouvelle loi de programmation militaire d'ici le 14 juillet. Pour ce débat, j'accueille le général Dominique Trinquant. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Sylvie Matelli, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Économiste, directrice adjointe de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Pierre Laurent, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes sénateur communiste de Paris, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie. Bonsoir, bienvenue à vous, spécialiste en communication politique et éditorialiste pour Sens Public. On rappelle ce chiffre qui va animer évidemment ce débat, 413 milliards d'euros, la loi de programmation militaire d'ici 2030. Général Trinquant, de mémoire de militaire, est-ce que vous avez déjà vu un tel effort? Alors, en chiffres, non, mais je rappelle qu'avant les années 90, relativement au PIB, c'était 3,5 points de PIB. À l'époque, nous avions les forces du pacte de Varsovie qui étaient à une étape du Tour de France. Et donc, l'effort était important. C'était une armée de conscription aussi. Et le nucléaire était là. Donc, toute proportion gardée. Aujourd'hui, cet effort, par rapport à la dégringolade des 20 années précédentes, c'est absolument remarquable. Ça va être un doublement du budget de la défense.
J'aurais pu poser la question différemment. Est-ce que vous avez déjà vu un rattrapage, entre guillemets, aussi rapide? Non, alors vous avez raison. Là, en revanche, vous avez parfaitement raison. Avant, il y avait une continuité parce que la menace était là. Ensuite, il y a une dégringolade, les fameux dividendes de la paix. Et il y a 6 ans, simplement, que la France remonte la pente en réparant les armées. Et le but, c'est de les moderniser maintenant et de les mettre vraiment à hauteur des enjeux. Il faut reconnaître qu'en plus... C'était pas le cas il y a 6 ans, mais en plus, il y a la guerre en Ukraine qui, naturellement, sensibilise tout le monde aux grands changements géostratégiques en cours. Sylvie Matelli, cette loi de programmation militaire, elle correspond évidemment à une nouvelle donne des relations internationales. Tiens, aujourd'hui, la Finlande qui adhère à l'OTAN. Enfin, on aurait eu du mal à imaginer ça peut-être il y a quelques années. Alors, une nouvelle donne des relations internationales qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Ouais. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine a peut-être réveillé des Européens qui, on va dire, les lois de programmation ont cessé en fait de revoir à la baisse les dépenses militaires dès 2001, donc les attentats du 11 septembre. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le monde est en train de changer. Mais c'est vrai que les Européens bénéficient d'un environnement qui est relativement stable, relativement protégé. Vous interrogiez avant la guerre en Ukraine les Allemands sur quelle était la menace majeure, ils vous répondaient le changement climatique. En fait, ils ne voyaient pas de menace militaire. Donc, il y a une prise de conscience. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que le rattrapage est massif parce qu'on est dans un monde où, depuis une quinzaine d'années, on observe une course aux armements, on observe une accélération de la dépense militaire partout dans le monde, sauf en Europe, jusqu'à très récemment. Donc, vous dites quoi? L'Europe n'avait pas le choix? Je ne sais pas si l'Europe n'avait pas le choix, parce que la dépense militaire et la défense, c'est un choix politique, c'est un choix de société aussi. Ce qui est certain, c'est que vous avez des périodes, on a parlé à l'instant des dividendes de la paix, vous avez des périodes où les tensions géopolitiques s'apaisent et où on est dans une logique plutôt de réduction des dépenses militaires et on privilégie d'autres investissements. Quand vous êtes dans des périodes de tension, si vous voulez suivre le rythme et rester à la hauteur face à ces tensions, c'est ce qu'a affirmé le président de la République, eh bien vous êtes toujours engagé dans une course à l'armement, parce que quand vous augmentez vos dépenses, vos adversaires vont faire pareil pour rester à l'équilibre avec vous et vice-versa. Donc on est dans cette logique et on s'aperçoit depuis une vingtaine d'années que cette course aux armements, elle est engagée partout. Elle était peut-être pas véritablement engagé en Europe et qu'on est un peu partout en Europe, il n'y a pas qu'en France, dans cette démarche de rattrapage. Pierre-Laurent, je vous pose un peu la même question finalement. Est-ce on parlait de choix politique, est-ce qu'on a le choix ou est-ce qu'au contraire, cette loi de programmation militaire, elle vous inquiète, elle vous semble surdimensionnée? Oui, elle m'inquiète, oui. D'abord, on a le choix, oui. On a le choix de nos orientations politiques, y compris de nos orientations politiques de défense. Les augmentations qui sont prévues quand même vont conduire dans quelques années à augmenter de plus de 4 milliards par an le budget militaire. On est à peu près à 45 milliards aujourd'hui. On va monter à 70 milliards quasiment en 2030. Il faut que la société accepte ça dans un moment où les autres besoins sont loin de diminuer quand même. Les besoins sociaux, on en parle beaucoup en ce moment. Les besoins de transition climatique, les besoins de réindustrialisation de la France. Enfin, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui est sur. Donc, ça veut dire que vous n'auriez pas forcément fait ce choix si vous étiez aux manettes. Vous n'auriez pas forcément fait ce choix. Vous auriez privilégié d'autres dépenses. Il faut questionner ces choix parce que on nous dit le monde se surarme, alors nous on va surarmer. En gros, voilà la tonalité générale du débat. Moi, j'ai envie de questionner tout ça parce que est-ce que la bonne réponse au surarmement actuel, c'est d'y participer aussi à notre mesure. Alors, il y a des besoins de rééquipement des armées françaises, mais puisqu'on parlait des années avant 90, mais on n'est pas en train de construire du tout la même armée que celle qu'on avait à l'époque. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, on avait une armée de conscription. Non, on avait une armée de conscription tournée essentiellement vers la défense du territoire national. Aujourd'hui, on a une armée qui se prépare à participer à toutes les guerres menées par les armées occidentales à travers le monde. Est-ce que c'est le bon choix pour préparer la paix ou est-ce qu'il faut accepter maintenant de vivre éternellement dans un monde de guerre
et de participer à cette escalade. Parce que là, nous allons participer à l'escalade. J'entends bien. Je vous donne la parole dans un instant. Émilie, vous vouliez intervenir. Oui, moi je comprends les idées de moderniser, parce qu'on voit bien et on l'entend qu'il y a la cyberdéfense, la cybersécurité. On voit qu'il y a des moyens qui sont complètement nouveaux et probablement on est en retard. Simplement, ça crée un espèce de mécanisme de... on se replie sur soi-même. Parce que vous le dites, chacun en fait s'arme petit à petit. On entend moins la politique européenne de la défense. Et c'est un petit peu chaque État qui commence à se protéger parce que le monde autour de lui est très différent. Au niveau géopolitique, les poids sont pas les mêmes. Et on a l'impression, post-Covid, c'était la même chose sur le plan économique. Et là, tout d'un coup, après l'Ukraine, sur le plan militaire, on a l'impression de nationalisme un peu. C'est-à-dire qu'on revient un petit peu sur soi-même, on se réarme pour se préparer à tout. Et moi, je me questionne, est-ce que c'est pas au niveau européen davantage d'organiser ça, puisqu'on voit que le poids, il est plutôt au niveau européen dans des guerres comme ça. Est-ce que tout seul, on peut faire le poids là-dessus? Et est-ce que c'est bien de mettre le paquet? Oui, de moderniser, mais de mettre le paquet en pensant que seul, on peut s'en sortir. Je ne suis pas sûr. Mais je pense que vous aviez raison de dire qu'on n'est pas dans la même situation qu'avant 90, et donc on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Je rappelle qu'en 90, encore une fois, une étape du Tour de France. Donc moi j'étais en Allemagne à l'époque, on avait les obus embarqués et on était prêt à combattre tout de suite. Là, on n'est plus du tout là. La menace en Ukraine, elle est quand même loin de nos frontières. Donc la loi de programmation, elle a trois volets très distincts. Premier point, protection de la population française. C'est quoi? C'est la dissuasion nucléaire. Je rappelle que la dissuasion nucléaire, c'est pas fait pour faire la guerre, c'est fait pour empêcher qu'il y ait la guerre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la France n'est pas comme l'Ukraine et n'est pas comme un autre pays. J'ai été aux Nations Unies, vous l'avez souligné. Aux Nations Unies, vous voyez que la France, elle est présente dans le Pacifique, aux Antilles. Elle est dans l'océan Indien, elle est présente outre-mer. Et ça, c'est un volet... La loi de programmation militaire met l'accent là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un volet qui a souvent été oublié. Et donc, il faut compter sur tous ces territoires qui font que la France n'est pas comme un autre pays. Elle est présente un peu partout. Et le troisième volet, alors je reviens à votre volet, sur l'Europe, la France a pas un créneau, mais un rôle à tenir dans cette défense européenne. Et c'est là où les arbitrages entre l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre ont été faits. C'est que l'armée de terre, oui, va tenir son rôle au sein de l'Europe en fournissant, par des moyens d'être très techniques, mais une division blindée avec un état-major de corps d'armée. C'est la place qu'elle doit tenir, mais pas plus, parce que là-dedans, elle tient un rôle comme les autres Européens, mais pas comme les autres Européens. C'est une puissance mondiale et dotée de l'arme nucléaire. Je rappelle qu'en Europe, on est les seuls à l'avoir et qu'on est les seuls aussi à avoir ces territoires outre-mer. Allez-y. Excusez-moi, je pense qu'il faut pousser un peu le débat. On veut aller faire la guerre où et contre qui, concrètement? Parce que vous nous parlez de l'outre-mer, etc. On a une présence, tout ça. On va dans l'océan Indien, en Polynésie, dans le sud-est asiatique. Si nous allons aller faire la guerre. Et la guerre contre qui? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, c'est pas quand la guerre arrive qu'il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer avant. Ça s'appelle la dissuasion. Dans ces régions, non, mais la dissuasion, c'est une chose. Oui. Là, on est en train de garder la dissuasion et de faire monter nos armées conventionnelles en haute intensité pour aller participer à des guerres. Mais je rappelle que la dissuasion n'est pas que nucléaire. Non, mais pour aller participer à des guerres. Non, la dissuasion n'est pas que nucléaire. Donc moi je dis, par exemple, puisque vous citez l'outre-mer, quelle est la politique de la France pour créer de la sécurité régionale durable dans ces régions? Est-ce que le renforcement de nos moyens militaires dans ces régions, c'est le moyen de créer de la sécurité régionale dans ces régions? Nous sortons d'une période où nous avons fait beaucoup d'interventions militaires en Afrique. On ne peut pas dire que les résultats en matière de sécurité ont été fantastiques. Alors, celui qui porte cette loi de programmation militaire, évidemment, c'est le ministre Sébastien Lecornu. On l'écoute ce matin à la sortie du Conseil des ministres. Je pense que désormais, les élites françaises, y compris politiques, vont aussi se séparer entre deux camps. Celles et ceux qui considèrent que les menaces sont réelles, concrètes, durables, et celles et ceux, au fond, qui n'y croient pas. Et ça, je suis très frappé de ça, parce qu'au sein même de certaines formations politiques, on a des gens qui sont dans une approche très différente. En disant, au fond, on a la dissuasion nucléaire, on s'en fiche, pourquoi mettre plus d'argent sur cette affaire-là? Sauf que lorsque je le décline, est-ce qu'on est complètement défendu sur le cyber de demain? La réponse est non. Est-ce qu'on est complètement défendu dans le spatial? La réponse est non. Est-ce que notre défense solaire est suffisante? À moitié. Donc en fait, quand je repasse et que je repars des objets militaires réels, je suis capable de vous certifier droit dans les yeux qu'à 413 milliards d'euros,
Il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de trop avec 413 milliards d'euros. On reviendra sur les nouvelles menaces parce que c'est un aspect qui est vraiment intéressant. Sur les deux camps, je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que disait Sébastien Lecornu. Il dit ceux qui considèrent les menaces réelles, concrètes, durables, et puis ceux qui, au fond, n'y croient pas et qui disent avec la dissuasion nucléaire, on s'en fiche. Vous mettez dans l'un ou l'autre? Mais je ne dis pas qu'on s'en fiche. D'abord, il n'y a pas deux camps dans le monde aujourd'hui. Le monde est un peu plus compliqué que ça. Ça ne simplifie pas les choses. Les menaces sont plus diversifiées que ça. Oui. Mais je note quand même, parce que le débat stratégique a été beaucoup escamoté, puisqu'on n'a pas eu de débat réel au Parlement sur la revue nationale stratégique, pas plus qu'on a eu de livre blanc avant d'aborder le débat budgétaire de la LPM, contrairement à la précédente loi de programmation militaire. Le ministre, puisque évidemment j'en parle dans les auditions avec lui, dit toujours les menaces, mais lesquelles? Parlons concrètement de contre qui nous voulons nous diriger, avec quelles alliances ou pas, de quelle manière, etc. Tous ces débats stratégiques, pour le moment, sont escamotés. On nous assène en permanence l'argument, la guerre menace, et c'est vrai, puisqu'on voit des États agressifs plus qu'avant, donc nous allons nous surarmer, donc nous serons protégés. Moi, je questionne ce raisonnement. Dans l'ordre, Sylvie Matelli d'abord, et puis ensuite le général Trinquant. Sur ces nouvelles menaces, elles ont été en partie listées dans le sujet qu'on a fait en ouverture. Là aussi, il y a des arbitrages à faire, il y a des choix à faire. Mais est-ce que c'est vrai qu'elles sont plus nombreuses qu'auparavant? Alors, elles sont nombreuses, c'est certain, et surtout, elles sont nouvelles. Et c'est toute la difficulté, en fait, avec le budget militaire. Déjà, ça a été répété, vous avez la position de la France. La France est une grande puissance, ou se veut comme une grande puissance. Ça aussi, c'est un choix. C'est un choix politique, c'est un choix sociétal. Le choix qui a été fait aujourd'hui, c'est notre siège permanent au Conseil de sécurité. Donc, il faut assumer avec une posture de défense qui est à la hauteur. Ça, c'est un premier élément. Vous avez ensuite ces menaces qui ont changé. C'est-à-dire, pendant des années, on s'est préparé à des opérations extérieures, à une armée expéditionnaire, là où la guerre en Ukraine, finalement, nous ramène à l'idée que peut-être un jour, dans un proche avenir, on pourrait être engagé dans un conflit de haute intensité. Peut-être. À identifier, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être une menace crédible. En tout cas, on l'a assumée comme telle. Et pour cela, il faut investir. Il a été décidé qu'il fallait investir plus massivement pour renforcer nos forces, pour être en capacité d'intervenir dans cette haute intensité. On est aussi, et nos industriels de la défense sont aujourd'hui confrontés à une double révolution qui nécessite des investissements. C'est la révolution digitale d'une part, avec les cybermenaces, mais aussi le digital pour armer et pour s'armer et pour faire évoluer nos armements. Et puis c'est la transition énergétique. On sait que des grandes entreprises de la défense, des motoristes ou de l'aérospatiale sont en train de réfléchir aux moteurs de demain, comment demain on assure une armée qui est neutre en carbone, qui émet moins de CO2, etc. Donc c'est vrai qu'on est à un moment donné où, outre les menaces, la guerre en Ukraine qui repositionne les missions de nos armées, au début des années, dans les années 90, on parlait aux États-Unis de révolution des affaires militaires. Là, aujourd'hui, on nous parle de transformation de ce que j'ai vu de la loi de programmation militaire. On est à peu près au même moment. C'est-à-dire, on change de paradigme avec des menaces différentes. Est-ce qu'elles sont plus importantes ou pas? J'en sais rien. En tout cas, elles sont différentes. Donc, il faut s'armer différemment. Et puis, ces évolutions technologiques ou cette évolution environnementale qui oblige à investir vers de nouveaux armements. Donc, c'est la conjonction de tout ça, la posture de la France et de tous ces événements qui font qu'on décide d'augmenter aussi massivement le budget militaire. D'accord. Dominique Trinquant, les nouvelles menaces, lesquelles vous semblent, vous, les mieux adressées par cette loi de programmation militaire? On en a parlé, le cyber. Ça, c'est le cyber. Le cyber, la menace, elle est de tout temps. Donc, il y a une menace cyber. Le satellite, l'espace. L'espace n'était pas un espace de menace militaire. Mais il va le devenir, oui, il le devient. On ne vit que par l'informatique et les satellites. Oui. Les câbles sous-marins. On a bien montré la fragilité de ces systèmes qui reposent les communications qui passent par les câbles sous-marins. Voilà 3 menaces que j'ai décrites et sur lesquelles il faut qu'on s'équipe. Les drones, que j'entendais ce matin, d'ailleurs c'était toujours sur RTL, le ministre des Armées parlait de menaces éventuelles pendant les Jeux Olympiques avec des drones civils qui peuvent être détournés. Donc ça fait pas... Bien sûr, les drones. Alors les drones
d'abord se servir des drones. Les armées n'en avaient pas assez. Ils en auront bientôt 3000 parce qu'ils ont besoin au niveau tactique de drones pour avoir vraiment une évaluation et une capacité d'attaque, mais aussi la neutralisation des drones, c'est-à-dire repérer les drones et être capable de les neutraliser. Vous avez raison en citant les Jeux Olympiques par exemple et la menace qu'il pourrait y avoir sur ces drones. Donc voilà quelques menaces nouvelles dont on ne parlait pas il y a 10 ans, et dont aujourd'hui il faut s'équiper. Et dans la loi de programmation, il y a un effort très net qui est fait sur ces moyens-là. Et l'artillerie solaire, par exemple, la défense anti-aérienne avait été, j'allais dire, un peu oubliée, parce qu'effectivement, dans les opérations qui avaient lieu en Afrique en particulier, il n'y avait pas de menace aérienne. Donc évidemment, il n'y avait pas de moyens aériens. Mais je reviens aux dividendes de la paix. On a réussi à garder une armée échantillonnaire, c'est-à-dire un petit échantillon de chaque, des chars, de l'artillerie solaire, etc. Et ça a été la chance de la France, parce qu'aujourd'hui, elle peut reconstruire là-dessus, et reconstruire avec des volumes peut-être plus importants. Mais donc, je reviens sur ces menaces, il y a beaucoup de menaces nouvelles, et c'est sur celles-là qu'est donné l'effort dans la future loi de programmation. Alors, on va continuer à en parler évidemment, et je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau, puisqu'on va voir. Bonsoir Quentin. Bonsoir, comment Thomas, cette loi de programmation militaire a été reçue au Sénat? Alors plutôt favorablement, à l'exception des communistes, on entend qu'il faut entendre un message singulier, mais au Sénat, c'est vrai qu'on milite en faveur de ces hausses de budget depuis plusieurs années, et donc la perspective de voir 413 milliards d'euros de budget sur la période 2024-2030, ça a satisfait notamment les sénateurs LR. On a posé la question à Cédric Perrin, qui est vice-président de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées ici au Sénat. Écoutez-le. C'est un effort important, évidemment, mais je rappelle quand même que la période nécessite un effort important. Et ceux qui espéraient, en tout cas, un saut quantitatif important à l'ère de la nouvelle compétition des puissances à l'échelle mondiale en seront un peu déçus. Alors, le sénateur Cédric Perrin, qui avait rédigé un rapport au moment des 1 an de la guerre en Ukraine, on avait déjà parlé dans cette émission, d'ailleurs on l'avait reçu, en février dernier avec Jean-Marc Todeschini, ils avaient pointé ce que devraient être les priorités de la loi de programmation militaire. On a retenu quelques priorités à l'époque. La prochaine LPM, écrivait-il, doit consolider nos défenses sol-air et nos moyens de lutte anti-drone. Vous en parliez à l'instant. Les programmes concernant le futur du combat terrestre et de l'artillerie doivent être lancés. La politique des stocks doit être aussi revue, on en parlait aussi sur les munitions, etc. Les moyens enfin d'évacuation sanitaire, le maintien en conditions opérationnelles, la logistique sont des points majeurs à haute intensité, potentiellement bloquants et nécessitant là aussi une remontée en puissance des moyens. Alors, dans le détail, que dire de la trajectoire annoncée ce matin en Conseil des ministres, vu tout ce que les sénateurs avaient proposé dans leur rapport? Écoutez à nouveau Cédric Perrin. Bon, écoutez, moi, très honnêtement, pour l'instant, j'attends d'avoir le détail très, très pointu de ce qui sera dans la LPM. Les travaux vont commencer, les travaux parlementaires vont commencer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre d'abandons qui me semblent préjudiciables, notamment sur le tout Rafale, que le président de la République, je le rappelle, avait annoncé lors de son discours à Mont-de-Marsan le 19, je crois, janvier dernier. Moi, j'attends vraiment d'avoir un détail très complet de ce qui sera fait et de ce qui ne sera pas fait. Voilà, on verra le détail des 36 articles de cette loi de programmation militaire. Les sénateurs disent qu'il faudra voir comment sont financés et comment sont fléchés les financements. Le ministre a précisé simplement pour l'heure, et on va le voir dans une interview au Parisien, qu'il y avait des sauts technologiques spectaculaires qui sont de plus en plus brutaux et donc coûteux. Et il a listé l'espace, les fonds marins, le cyber, là encore vous en parliez il y a un instant Thomas, comme des lieux nouveaux de conflictualité et de militarisation. Eh bien, à gauche, au Sénat, on salue cette prise de conscience. Écoutez Rachid Temal, un socialiste, il était sur notre plateau ce matin. D'abord, maintenir les capacités françaises, c'est important. Mais il faut aussi imaginer les armes de demain. Parce que nos ennemis continuent à se développer. Il y a la guerre officielle qu'on connaît sur un terrain d'opération, mais comme l'a dit le ministre, il y a plein d'autres défis qu'on ne voit pas au quotidien. Et donc moi, je crois qu'il est important, effectivement, que notre pays soit doté. Voilà, on a entendu les LR, on entend les socialistes, on le voit, il y a un accueil positif sur ce texte. On refuse toute approche politicienne, on l'entend donc à la gauche comme à la droite. C'est pas le même son de cloche à l'Assemblée nationale, Thomas, où certains LR ont déjà dit qu'ils ne voteront pas cette loi de programmation militaire. Alors on verra en séance comment ça va se jouer. Les députés examineront la LPM mi-mai, les sénateurs mi-juin pour une promulgation autour du 14 juillet, a dit Sébastien Lecornu ce matin. Merci beaucoup
Quentin. Pierre-Laurent, je reviens sur les nouvelles menaces, parce que est-ce que finalement c'est incompatible avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être plutôt se recentrer sur la défense du territoire français et pas forcément se projeter vers des opérations extérieures. Absolument. D'ailleurs, nous, on examinera les crédits qui sont présentés programme par programme, etc. Et on ne va pas tout rejeter. Par exemple, en matière de défense antiaérienne, je suis assez d'accord, il y a eu un sous-investissement très important de la France et il faut des moyens nouveaux, et il y a d'autres domaines où c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est, par exemple, sur la cyber, sur la menace cyber, le gros problème de la France et des Européens, c'est notre dépendance technologique en matière de numérique. Nous n'avons pas de souveraineté numérique et nous n'avons pas de souveraineté numérique industrielle. On parle du nucléaire, mais quand le général de Gaulle a construit la dissuasion, nous maîtrisions la filière nucléaire depuis la création du CEA ou de son ancêtre à la Libération. Et nous avions une capacité industrielle de recherche technologique qui nous permettait. Aujourd'hui, dans le numérique, nous avons un gros problème. Et on ferait mieux. Mais on ne va pas inventer en 2 ans un géant du numérique, vous voyez ce que je veux dire? Peut-on rattraper ce retard? Oui, mais est-ce qu'on va... moi, je crois que, puisqu'on parle d'investissements massifs, je pense que des investissements massifs industriels pour construire de la souveraineté numérique française et européenne en matière de numérique nous protégerait bien mieux contre la menace cyber que quelques investissements militaires qui vont chercher à parer les coups, parce que c'est vrai qu'il y a des attaques cyber, et il y en a aujourd'hui, et elles sont dangereuses parce qu'elles peuvent mettre en cause notre sécurité, mais nous sommes très dépendants en la matière. Donc un des critères de jugement qui sera le nôtre aussi, c'est la capacité qu'auront ou non les efforts proposés à construire véritablement de la souveraineté et une coopération en Europe qui ne soit pas systématiquement sous la tutelle des Américains. Parce que là, le réarmement en Europe, il faut quand même dire les choses, le grand bénéficiaire du réarmement européen engagé actuellement, c'est les Américains. Et ça, tout le monde le dit, et les chiffres sont incontestables sur ce point. Votre avis là-dessus, sur la capacité, parce qu'il y a aussi un enjeu de réindustrialisation, de relocalisation avec une telle loi de programmation militaire. On va peut-être en reparler un peu plus en détail, mais sur la question du numérique, est-ce qu'il y a encore une porte d'entrée pour réussir à s'inventer, se créer une souveraineté numérique, notamment en matière militaire? Au niveau européen, très clairement, et d'ailleurs la Commission est relativement sur cette ligne, et pas uniquement pour des questions, pour des questions militaires. La question de la souveraineté dépasse largement ce champ-là. Seulement, c'est vrai que au niveau européen, on en parlait tout à l'heure, on n'est pas tous sur la même ligne. Et quand la Commission porte des mesures, des initiatives qui devraient permettre de financer des projets européens, de l'industrie européenne dans le domaine de la défense, nous, Français, on fonce et on applaudit, voire on dit c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Là où il y a un certain nombre de partenaires qui, pour des raisons liées à leur proximité et à leur dépendance vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN. On pense aux pays d'Europe de l'Est, par exemple, et la volonté de ne pas fâcher l'allié américain parce que la Russie est très très proche, mais aussi pour des raisons parce qu'ils sont aujourd'hui extrêmement en retard dans leur armement, dans leur industrie d'armement, dans leur capacité de production de défense et de production de technologies de défense, qui se disent mais au fond on n'a pas le temps, temps de développer ça et il faut qu'on achète tout de suite. Donc on achète sur étagère. D'ailleurs, on n'achète plus uniquement aux Américains parce que ça suffit presque plus. On achète à la Corée du Sud, on achète à d'autres pays. Donc on se trouve dans cette situation un peu compliquée où c'est vrai que nous, Français, on a tendance à voir assez loin, à préparer demain et après-demain. La Commission européenne, les institutions européennes sont un petit peu sur la même ligne, en tout cas en matière d'industrie de défense. Nos alliés européens sont plus dans l'urgence et dans la crainte que demain la Russie soit à leur porte, en fait. Alors, la question de l'urgence, justement, est-ce qu'il y a urgence à donner plus de moyens à nos armées? C'est ce que disait le député européen LR, François-Xavier Bellamy. Ce matin, il était sur France Info. Écoutez. Aujourd'hui, comme vous le savez, si on a besoin de cette augmentation budgétaire, c'est parce qu'on est dans une situation absolument précaire du point de vue de nos stocks. S'il fallait aujourd'hui rentrer en guerre, on aurait tout au plus quelques dizaines de pièces d'artillerie disponibles. Là où, en réalité, la Pologne elle-même est en train d'en commander plusieurs centaines. Ça veut dire qu'on a été beaucoup trop paresseux au cours des dernières années en décidant de sous-investir. Alors, Général Trinquant, on entend beaucoup de choses là-dessus. Quelle serait l'autonomie d'une armée française projetée dans une guerre à haute intensité? Ça dépend si ça se passe sur notre sol ou si ça se passe beaucoup plus loin. Comme je le disais tout à l'heure, la France n'est pas l'Ukraine. La France, si elle a à faire la guerre contre
éventuellement la Russie qui aurait envahi l'Ukraine et qui attaquerait la Pologne, toutes choses qui me paraissent totalement invraisemblables. Elle fera partie d'une alliance et à quelques milliers de kilomètres de Paris. Oui. Donc il faut revoir ça comme ça, si vous voulez. Le fait, ça m'exaspérait beaucoup quand on vous disait « Ah oui, mais attendez, la France va tenir un créneau de 80 kilomètres, c'est scandaleux, etc. » 80 kilomètres de quoi? Dans une offensive, c'est énorme. Dans une défensive, dans une flangarde, si vous voulez, on rentre dans des critères techniques qui, sur un plateau, pour la population, ne veulent rien dire. Mais sur l'autonomie, notamment. Alors, sur l'autonomie en munitions. Alors, il se trouve que j'ai été auditionné par l'Assemblée nationale sur les munitions. Donc, c'est un sujet que je possède à peu près. Effectivement, le problème, c'est qu'on était dans une logique de flux. On avait des munitions essentiellement pour s'entraîner et assez peu en stock pour faire la guerre de haute intensité, comme vous le dites. Alors, des mesures importantes ont été prises pour produire plus. Des usines qui maintenant produisent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aujourd'hui. Deuxièmement, pour rapatrier sur le territoire national. Parce que tenez-vous bien, on a découvert, dans cette audition, j'ai découvert qu'il y avait des sous-ensembles qui ne pouvaient pas être fabriqués en France ou en Europe parce que les lois écologiques interdisaient de fabriquer, par exemple, les amorces de munitions sur le territoire parce que c'est cancérigène. Bon, il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer. Je crois que les mesures ont été prises. Alors, l'Union européenne a décidé, dans le domaine des munitions, et ça s'est tourné vers l'Ukraine, naturellement, de mettre 2 milliards sur la table pour produire 1 million d'obus pour la fin du mois de mai. Donc, la fin du mois de mai, c'est dans moins de 2 mois. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas capable de réagir. Au passage, je souligne simplement que depuis le début de la guerre, depuis 1 an, l'Union européenne nous étonne tous les jours, avec des capacités, la Facilité européenne de paix, qui étaient des discussions qui n'en finissaient pas depuis des mois sur la fourniture d'armement létal, ça a été réglé en 48 heures. Donc il y a eu une accélération, comme d'habitude. Oui. Les crises sont des accélérateurs. Oui, et c'est sans doute parce que l'Allemagne a très clairement changé de stratégie, quoi. Il faut le dire. Pas que l'Allemagne, mais notamment l'Allemagne. Alors, on va parler du poids, de l'impact politique, du risque politique lié à une telle annonce. Émilie, contexte social oblige, évidemment. Ben oui, parce que ce qu'on peut dire, c'est que le climat social est plus que tendu en ce moment, avec une population, des syndicats, des oppositions qui sont très remontées contre la réforme des retraites. Et donc, ça rend l'annonce du budget militaire un petit peu délicate. Comment faire passer cette augmentation? On le disait tout à l'heure, 3 à 4 milliards d'euros de plus chaque année pour les armées, quand on cherche à économiser 13 pauvres petits milliards d'euros par an pour les retraites, en faisant travailler les Français 2 ans de plus, alors qu'ils ne le veulent pas. D'ailleurs, au sein du gouvernement, les avis divergent sur le sujet. Alors justement, on va parler de ces arbitrages. Qui est pour, qui est contre? Alors on connaît le penchant d'Emmanuel Macron pour son rôle de chef de guerre, qui lui a particulièrement réussi lors de la présidentielle 2022. On connaît aussi ses objectifs de croissance industrielle, de créer de l'activité économique. Il a d'ailleurs reçu le 28 mars dernier 9 grands patrons du secteur pour se lancer dans une économie de guerre. Alors il faut produire plus vite à moindre coût. D'ailleurs, les industriels n'étaient pas très enthousiastes. Et au ministère des Armées, forcément, les feux sont plus qu'au vert pour doubler le budget des armées. Et donc à Matignon, il y a un son de cloche un peu différent. Alors oui, la Première ministre, elle souhaitait réduire le montant global de l'enveloppe, le mettre en dessous de 400 milliards d'euros. Et alors, comme elle a vu que l'arbitrage était en sa défaveur, elle a plaidé ensuite pour une augmentation annuelle qui serait un peu plus contenue jusqu'à la fin du quinquennat. Donc en gros, qu'on soit pas sur les 3-4 milliards, qu'on soit un petit peu en dessous et puis après qu'on augmente. Peine perdue, finalement, c'est plus de 3 milliards d'euros dès 2024. Après, on passe à une pointe à plus de 4 milliards d'euros à partir de 2028. Et encore, le budget aurait été plus élevé si on y avait intégré, ce qui n'est pas le cas, le service national universel qui devrait être rendu obligatoire, souhait d'Emmanuel Macron. Ça a été repoussé à cause des retraites. C'est pas le meilleur moyen pour calmer la jeunesse, on va dire. Alors, c'est pas simple pour Elisabeth Borne, qui a déjà une mission compliquée de trouver des alliances sur les retraites et les futures lois. C'est difficile de superposer toutes ces réformes et les budgets qui vont avec. Et ça se répercute aussi sur la communication des ministres. Oui, on l'a vu ce week-end. C'était compliqué pour Sébastien Lecornu, le ministre, de vendre un petit peu cette bonne nouvelle, pourtant, pour les militaires. Le ministre des Armées, il s'est largement fait voler la vedette par Gérald Darmanin dans la presse, qui était très remonté contre le terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Donc là, on est
été plus tôt sur le dossier des retraites, et aussi par une Marlène Schiappa légèrement dénudée dans Playboy. On en a entendu beaucoup parler. Alors, pour rassurer le ministre, on peut lui dire que les Français sont quand même très favorables à l'augmentation du budget des armées. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se positionnaient l'an dernier. Je pense que c'est à peu près pareil. En grande majorité, 8 Français sur 10 sont plutôt pour l'augmentation du budget des armées. On comprend pourquoi. Alors, pour une fois que le gouvernement suit l'avis de sa population, que demander de plus? Pierre Laurent, est-ce que cette comparaison, là, 413 milliards d'un côté, la loi de programmation militaire, 13 milliards d'économies pour équilibrer le régime de retraite, est-ce que c'est pas un peu facile, un peu démagogique de la faire? De toute façon, la question dans le pays, les gens vont se la poser. Ça, on peut faire toutes les théories du monde, les gens vont se poser cette question-là. Je pense que les gens n'opposent pas forcément les deux, parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas irresponsables, les gens. Ils réfléchissent à tout ça. On prend souvent toujours les gens un peu trop pour des imbéciles, alors qu'en fait, ils réfléchissent beaucoup, contrairement à ce qu'on dit. Je pense que les gens, par contre, se posent une question. Comment se fait-il que nous pouvons faire une loi de programmation militaire de 413 milliards en garantissant que nous allons la respecter comme nous avons garanti, et que nous sommes incapables de faire une loi de programmation pour reconstruire le système sanitaire français, que nous sommes incapables de faire une loi de programmation pour l'aide publique au développement. Nous avons débattu il y a 2 ans d'une soi-disant loi de programmation de l'aide publique au développement, sauf que sa grande caractéristique, c'est qu'il n'y avait pas de programmation budgétaire dans cette loi. Il n'y en avait aucune. Donc c'est ça qui choque les gens. Par exemple, si on prend l'hôpital, on pourrait dire 413 milliards pour l'hôpital. Non, mais c'est pas une question non, mais c'est que là, on garantit une trajectoire avec des objectifs. J'ai dit que je pouvais en discuter les objectifs, mais en tout cas, on le fait. Pourquoi c'est impossible dans des domaines qui sont vitaux? Et j'ajoute que c'est d'autant plus important comme question à mes yeux que la plupart des conflits dans le monde aujourd'hui, alors on pourrait discuter de celui en Ukraine, mais en tout cas de nombreux conflits dans le monde sont provoqués par les insécurités humaines, les insécurités alimentaires, énergétiques, climatiques. Donc des sujets dont il faut s'occuper, parce qu'on s'occuperait davantage de la sécurité, des grandes sécurités humaines, comme le demande d'ailleurs l'ONU très souvent, on aurait moins de guerres et moins de conflits dans le monde. Donc il faudrait, je répète, il faudrait quand même s'interroger effectivement sur l'équilibre global de nos choix politiques. J'entends votre argument. Je voudrais qu'on parle aussi dans ce débat. On a commencé à l'évoquer un tout petit peu, mais de notre industrie finalement de guerre. Général Trinquant, il y a un argument économique. Si on est dans cet effort de guerre, il aura aussi un impact économique sur l'industrie française. Oui, bien sûr. Et c'était l'objet de la réunion avec le président, avec les industriels, où est ressorti là des bruits un peu dissonants. Parce que l'industrie, on lui demande d'accélérer. On lui demande, il va falloir accélérer, donc investir. Et la loi de programmation, on la voit. Seulement les promesses de la loi de programmation ne pourront être tenues qu'une fois qu'elle sera votée. On ne peut pas dire aujourd'hui aux industriels... Les milliards ne sont pas encore là. Bien sûr, bien sûr. Donc on dit aux industriels, prenez un risque. C'est un peu investissez en attendant les milliards qu'on vous a promis. Exactement, c'est un peu le sujet des entreprises quand même. Une entreprise, ça doit savoir prendre des risques, surtout que le risque est quand même mesuré quand on voit l'argent qui arrive avec la LPM. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là j'en parle un peu plus en connaissance de cause pour le traiter souvent sur le terrain, c'est l'export. Il ne faut pas attendre uniquement des commandes de l'armée française. Il y a beaucoup à l'export. Or, le problème, quand une entreprise, vous lui demandez un autre pays, vous allez me donner, on parlait tout à l'heure de la Corée du Sud. Pourquoi la Corée du Sud réussit en Pologne? Parce qu'elle dit je veux des chars demain, et elle a des chars demain. Si elle demande des chars à l'Allemagne ou à la France, on lui dit dans 20 ans. Donc ça ne peut pas marcher. Donc il faut faire attention au type d'équipement qu'on met sur étagère, j'allais dire qu'on prête, parce qu'il doit convenir à l'ensemble des gens et pas seulement aux armées françaises. Or, pour l'instant, beaucoup des armements prévus par les gros industriels français, ils conviennent d'abord aux armées françaises et pas forcément à l'export. Donc, il y a l'investissement, investir avant que l'argent n'arrive, et c'est un risque à prendre. Et puis le deuxième, avoir des armements qui puissent avoir une échelle beaucoup plus large en comptant sur l'export. Puisqu'on parle du temps long, la relocalisation ou réindustrialisation, là aussi, ça va prendre du temps?
Oui, ça va prendre du temps. Par contre, c'est important la défense en France. On a désindustrialisé énormément, mais il y a quand même quelques secteurs qui restent extrêmement forts en France. Il y a l'automobile, bien évidemment. Il y a l'aérospatial aussi. Et l'aérospatial qui est directement lié à la défense. Et puis, l'industrie de la défense, sur toute, que ce soit le naval, le terrestre ou l'aérien. Donc, c'est quelque chose de Donc, vous nous dites qu'il y a des fondamental. entreprises françaises fortes, connues dans le monde. Tout à fait. Je vais être presque cynique, mais la guerre en Ukraine, il y a les canons César, par exemple. C'est aussi une démonstration. Enfin, c'est horrible ce que je dis, mais c'est la réalité du marché. Quoi. Et puis c'est presque horrible d'inverser les choses, mais c'est une réalité. C'est vrai que la réindustrialisation française, elle peut passer aussi par le réarmement de notre pays, ou en tout cas par des investissements dans cette industrie, parce qu'elle est souvent duale, cette industrie. On le voit avec l'aérospatiale. Il y a du civil, il y a du militaire. Donc forcément, quand on investit dans des technologies et quand on a les moyens d'investir, on maintient notre industrie. Je voudrais juste revenir peut-être sur les exportations. C'est intéressant, les exportations, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que on a jusqu'à aujourd'hui, finalement, financer la faiblesse de nos dépenses militaires en disant aux industriels, maintenez-vous en exportant. Sauf qu'ils ont exporté vers des régions dans lesquelles ils ont été souvent mis en porte-à-faux, en fait, parce que on se souvient de la guerre au Yémen, etc. Donc je crois qu'il faut aussi avoir une approche beaucoup plus large de ce que doit être notre politique de défense et notre politique d'armement pour à un moment donné déterminer qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, et ça rentre dans ce dont vous parliez, c'est-à-dire la sécurité dans ce monde. Qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, même à qui on vend nos armes. À qui on vend nos armes, etc. On a été quand même relativement ouvert à un certain nombre d'exportations parce qu'il fallait maintenir notre industrie de défense. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est en termes d'aménagement du territoire, parce que vous le dites, l'industrie est importante, et on voit bien quand une base ou un régiment part dans un territoire un peu perdu, on a vu ce que ça crée, les conséquences négatives. Peut-être que là, ça va réamorcer aussi quelque chose de positif pour ces territoires qui se disent toujours un peu oubliés. Les PME, ETI qui sont extrêmement importantes. On parle des grandes sociétés, mais il y a beaucoup de sous-ensembles en fait qui sont faits par des petites sociétés. Pierre-Laurent, cet enjeu de réindustrialisation ou de relocalisation, vous devez y être sensible. Oui, mais est-ce que c'est le militaire qui doit tirer l'effort de réindustrialisation ? C'est un débat. En tout cas, ce qui est vrai, dans le domaine militaire, il y a des domaines, notamment les munitions, qu'on a beaucoup abandonnés. Et d'ailleurs, les syndicats, notamment des arsenaux, ont beaucoup protesté contre l'abandon de ces productions sur le terrain. Donc on est dépendant, et là, on peut reconquérir de la souveraineté. Mais après, pour tout ce qui est les nouvelles technologies, toutes les technologies de rupture, etc., on est toujours dans des entreprises duales, c'est-à-dire qui à la fois travaillent dans le civil et travaillent par le militaire. Ouais. Moi, je crois que ces grandes entreprises, nous avons intérêt à ce qu'elles soient tirées par le civil et pas par le militaire. Et après, elles serviront à développer des technologies de souveraineté dont nous aurons besoin dans le militaire. Mais je pense que ça n'est pas sain que notre industrie soit principalement ou beaucoup tirée par le militaire dans un certain nombre de domaines. Et sur le commerce des armes, puisque ça a été évoqué, je signale que j'ai déposé une proposition de loi pour renforcer le contrôle parlementaire sur le commerce des armes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un contrôle parlementaire très insuffisant sur le commerce des armes français, et on pourrait renforcer. J'ai fait des propositions en ce sens. Allez, 10 secondes. Juste dual, oui, mais une fois c'est le militaire qui tire, une fois c'est le civil qui tire. Ça dépend des circonstances. Qui tire l'économie, vous voulez dire. Exactement. Oui. Donc c'est important de maintenir, c'est important de maintenir ce côté dual. On vous a tous entendu. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je vous dis évidemment à bientôt sur Public Sénat.